de treball el senyor Josep Lluís Bonet, que és el director general d'Esport Hotels. Ell té un màster de l'Escola Suïssa de Turisme i Hostaleria i un diploma de turisme per la Universitat de les Illes Balears, a més d'una dilatada experiència en el sector hoteler de luxe en cadenes internacionals. Comencem, doncs, aquesta sessió de treball de la tarda. Bona tarda a tots i benvinguts a la quarta sessió d'aquest Congrés de Neu i Muntanya, la qual es titula La revalorització de l'allotjament i la restauració típics de muntanya. Com tots nosaltres sabem, coneixeu, l'allotjament i la gastronomia local tenen un gran impacte en la percepció del nostre client a una destinació de muntanya. Millorar la qualitat i fer visible la influència en les tradicions locals fan de la visita una experiència única i realcen l'avantatge competitiu de la destinació. Aquesta sessió mostra com es poden combinar les tradicions locals amb la tecnologia moderna en un producte únic. Els tres ponents a continuació faran les seves presentacions i començarem per el senyor Piero Roulet, és el propietari de l'hotel and spa Bellevue i expresident de l'Associació d'Hotels i de la Cambra de Comerç del Val d'Aosta, Cogne, Val d'Aosta, a Itàlia. Des del 1983 dirigeix l'hotel, és membre del grup d'hotels Bellevue, on ha fet una renovació completa de tot l'establiment. Es tracta d'una empresa de 64 empleats, amb 3 restaurants i botiga. A més, és membre des de l'any 99 de la prestigiosa firma Relais Chateau i dels Jocs Històrics d'Itàlia. També col·labora en la regió de la Vall d'Aosta pel que fa a la marca Sabors du Val d'Aosta, per a la promoció dels restaurants i botigues que ofereixen productes locals. Ha estat també guardonat amb el Prix Villégiature Awards 2013 com el millor spa d'hotel d'Europa i el seu restaurant, que es diu Le Petit Restaurant, compta des de l'any 2003 amb la prestigiosa estrella Michelin. Sense més preàmbuls, passo la paraula al senyor Piero Roulet. Gràcies. Merci. La vallée d'Aoste est la plus petite des régions d'Italie. Nichée entre les Alpes occidentales, elle forme un rectangle de 100 km pour 50. Elle est entourée par les plus hautes montagnes d'Europe. Le Mont Blanc qui nous sépare de la France à l'ouest, le Mont Cervin qui nous sépare de la Suisse à nord, le Mont Rose à l'est et le Grand Paradis au sud. Ces montagnes sont si hautes que seulement le 25% de leur surface peut être habitée par l'homme. Et si on imaginait de raser les cimes jusqu'à combler les vallées, on obtiendrait une hauteur moyenne de 2100 mètres, donc au-dessus de la limite des bois. Au fond des vallées de cette région vivent plus de 120 000 habitants, parmi lesquels plus de 40 000 sont au-dessus les 800 mètres, y compris ceux de la ville d'Aoste. Mais comme on verra plus tard, cette région abrite plus de 150 000 lits touristiques. Par conséquent, en haute saison, le nombre de touristes dépasse celui des résidents. Il est alors évident que l'économie régionale dépend du tourisme, qui à son tour a besoin d'une agriculture présente partout. Les vignes et les prés en bas, les alpages en haut. Les agriculteurs produisent des vins de qualité, des fruits et des fromages. Il y a 40 000 vaches dans nos régions, desquelles 22 000 à lait, 2 300 chèvres et brebis, et la production de fromages de qualité, fontina, tome, chèvre, est d'environ 350 000 kilos par an. Le tourisme fait vivre un riche artisanat. Les produits en bois, en pierre, en laine, en chanvre sont vendus sur les lieux de production. L'unique industrie est une sidérurgie située à Aoste qui emploie 1 millier d'ouvriers.
Voici quelques données dans les champs du tourisme en Vallée d'Aoste. Nous avons 460 hôtels pour 24 000 lits. Nous avons à peu près de 80 000 à 100 000 lits dans les résidences secondaires, les lits froids. Nous avons 40 000 lits dans les maisons à louer. On a 56 refuges de haute montagne pour 3 300 lits. On a 42 gîtes ruraux pour 501 lits. On a 230 remontées mécaniques pour 850 km de pistes de ski alpin et presque 400 km de pistes de fond balisées. En 2013, on a eu 2 600 000 présences touristiques, dont 1 233 000 présences en période estivale et 1 367 000 en période hivernale. La qualité de vie dans cette région est excellente. Le chômage est presque inexistant. Les écoles sont de qualité. Il y a une petite université. Le parc national est le plus ancien d'Italie. Les 3 parcs naturels sont des parcs régionaux. On trouve aussi en Vallée d'Aoste un casino, des théâtres, des piscines, plusieurs centres de congrès et des équipements sanitaires de qualité. Cela pour vous dire que le Val d'Aoste est une île où nos touristes fidèles voudraient vivre toute leur vie. Et croyez-moi, la qualité de la vie qui est présente et que l'on ressent dans l'air de cette vallée surpasse de loin aussi le nombre des hôtels que les kilomètres de pistes, les spas ou la bonne cuisine. La qualité de la vie dont je parle ici est celle des habitants de la montagne, pas celle des touristes. Bon, dans le dernier contrat de travail national du tourisme italien, on dit qu'au niveau mondial, d'ici à 2030, le nombre de personnes qui iront en vacances doublera. Et le nombre de jours de vacances doubleront lui aussi, pour ceux qui peuvent se permettre naturellement de tels plaisirs. Ceci est intuitivement présent dans le monde entier, puisqu'on investit partout et beaucoup dans le tourisme. Partout il y a la plus belle mer, les plus belles montagnes, partout naissent les meilleurs hôtels, jusqu'à dans le désert et les océans où naviguent des gigantesques bateaux de croisière. Partout, il y a les meilleurs prix. Cependant, les vacances dans nos montagnes européennes sont les plus chères. Cela s'explique par le coût de travail à terre chez nous. Les personnes sont bien plus rémunérées qu'ailleurs. Le nombre d'heures de travail est moindre. L'énergie est chère et les impôts augmentent constamment pour atteindre des niveaux imbattables. Préparons-nous donc à faire du ski en Chine, où les montagnes atteignent les 8000 mètres, où le coût de travail sont ridicules, où la bureaucratie de chez nous est inconnue. Et alors, comment pourrons-nous survivre? Il n'y a qu'une seule façon, avoir une qualité de l'offre et des services uniques au monde. Vous savez que dans l'univers du tourisme, offrir une bonne qualité ne suffit plus. Il faut offrir le mieux. Il faut tenter d'être les meilleurs. Si la destination n'est pas la meilleure, l'hôtel doit offrir quelque chose d'unique, de best. Ce sont l'accueil, le village, les sports, le décor, le service, le dehors, le bar, la cuisine, la chambre, la spa, la salle de bain qui doit être la meilleure du village, de la région, du pays, de l'Europe. Autrefois, jusqu'au siècle passé, la loi italienne considérait et protégeait les hôtels comme entreprises d'intérêt public. Maintenant, les hôtels se transforment en maisons secondaires. Il est très important d'être convaincu que l'entrepreneur hôtelier ne conduit pas simplement une quelconque entreprise, mais il collabore à améliorer la qualité de la vie de son village, de son pays, de son continent. Voilà l'intérêt public de l'entreprise hôtelière.
Nous savons bien que la qualité de la vie passe à travers la qualité de l'air, le moins pollué possible, passe à travers la qualité des eaux, passe à travers les services offerts aux résidents et aux touristes. Mais y a-t-il une façon de mesurer la qualité de vie d'un site? Mais oui, il faut regarder attentivement le sourire des habitants, surtout des enfants. S'ils sont heureux, la joie explose dans leur visage. Il n'y a pas moyen de cacher ce sentiment. Mais pour être heureux, il faut être certain d'un avenir meilleur. Il faut savoir compter, il faut pouvoir compter sur des racines culturelles, sociales et économiques robustes. Les racines du montagnard sont toujours les mêmes. Une architecture solide, faite de bois et de pierre, une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de jouer de la musique, une prédisposition naturelle à l'aide réciproque, une cuisine attachée aux produits de la région. À propos des racines, je vous propose une suggestion. Si vous êtes en Provence, en Alsace, en Engadine, en Tyrol, je ne parle pas, vous voyez, de ma région, soit que vous entriez dans le plus humble bistrot, soit que vous alliez dans le meilleur restaurant, vous sentirez les parfums et les couleurs de la Provence. Vous retrouverez les vins, l'architecture, les plats de l'Alsace. Vous goûterez l'architecture et l'air fine de l'Engadine. Vous admirerez les montagnes calcaires et les saucissons du Tyrol. En peu de mots, chacun des villages de montagne devrait exalter sa culture, sa cuisine, les produits de sa région. Voilà l'avantage compétitif. À mon avis, l'hôtel devrait être un musée vivant de sa région, avec ses décors, ses tableaux, ses sculptures, ses meubles, avec son architecture, sa cuisine, ses vins, son parfum, ses odeurs, sa musique, son service. Bref, le touriste aime l'expérience d'être accueilli dans une destination singulière où la qualité de la vie est excellente. Quelquefois, même chez nous, on a bâti des hôtels avec une architecture qui pourrait se placer dans n'importe quel pays d'Europe, même au bord de mer ou même au-delà de la Méditerranée. Ce sont des hôtels sans âme, fruits du génie de l'architecte, mais sans racines. Et nous savons toutefois que les plantes qui ont peu de racines ne vieillissent pas et tombent au premier souffle de vent. Le manque de personnalité et de caractère sont les fruits de la globalisation qui ne se mesurent que par la mode éphémère et se mesurent que par les bas prix, alors que chacun sait que les coûts et par conséquent les prix en montagne sont plus chers qu'ailleurs. Mais en parlant de qualité, il faut bien connaître la différence entre typique et traditionnel. Typique est un mot qui ne me dit rien. Typique en montagne est tout ce qui se rapporte à la montagne. Typique est un piolet ou un chapeau fabriqué en Chine. Typique est un chou produit en Israël. Traditionnel est tout ce qui dérive de la tradition d'un lieu, de son histoire, de sa culture, de ses coutumes. Voilà, la typicité est un produit de la demande et non pas de l'offre. Je vous fais un exemple. S'il arrive chez moi un client américain qui cherche des plats typiques, je sais bien qu'il s'attend des spaghettis ou de la pizza. Si je lui offre une soupe vapelenense, une soupe traditionnelle typique de ma région, faite de pain dur, avec beaucoup de fromage, de bouillon et de choux, il sera déçu. Au contraire, le client fidèle qui connaît la cuisine régionale recherchera les plats traditionnels de la vallée d'Aoste, de mon village, de ma maison. La cuisine traditionnelle de montagne est pauvre. Comme pauvres sont les produits qui poussent au-dessus les 1000 mètres d'altitude. Pommes de terre, poireaux, choux en hiver, quelques légumes en plus en été, beaucoup de fromage cuit ou cru,
du beurre frais ou fondu, viande salée et séchée, des saucissons et du gibier en automne sont autant de couleurs avec lesquelles nos cuisiniers doivent créer leur tableau, leur chef-d'œuvre. Cependant, les goûts et les modes changent et maintenant il faut faire très attention aux calories. Nos mets traditionnels ne sont pas des plats légers. Et on doit admettre que pas tout le monde aime les tripes, les pieds de cochon, le boudin noir ou la tétine de vache. Voilà alors l'attention à la qualité, à la quantité qui doit être réduite tout en sauvegardant le goût. Et il faut être encore très habile pour trouver une harmonie entre les saveurs d'autrefois et les cuissons rapides d'aujourd'hui. D'autre part, nous savons bien que nos clients s'attendent des émotions dans leurs vacances. C'est exactement comme ici à Andorra. Nous sommes curieux de boire, de manger, de loger dans un endroit surprenant et de profiter d'un spa éblouissant. Les vacances seront réussies si on a l'impression d'avoir vécu des émotions si surprenantes qu'on n'imagine pas pouvoir les vivre ailleurs. Les vacances seront réussies si dès l'arrivée on a déjà envie de ne plus repartir. C'est ainsi lorsqu'on s'est senti accueilli comme chez soi ou comme étant parmi des amis, dans un lieu où on considère l'hôte comme un membre important de sa propre famille. Dans mon pays de montagne, le Val d'Ost, le gouvernement régional a créé depuis longtemps les saveurs du Val d'Ost, un label qui caractérise les restaurants, les refuges de haute montagne, les hôtels et les magasins où on trouve les meilleurs produits du pays. Pour obtenir ce label, il faut fréquenter des cours de formation, passer un examen où on donne de l'importance à l'architecture, traditionnelle ou moderne, mais de qualité. On contrôle les menus, les achats des produits et la capacité d'être ambassadeur des productions agricoles de la région. On organise aussi des événements où l'offre des produits régionaux rencontre la demande. Un des objectifs principaux de ce label est d'encourager les jeunes à ne pas abandonner l'agriculture de montagne, sans laquelle nous irons perdre notre meilleur atout touristique, le paysage et l'environnement. Nous savons bien que les campagnards, les agriculteurs et les bergers sont les véritables jardiniers de nos montagnes. Et que si le sol n'est pas bien cultivé, si les ruisseaux ne sont pas bien entretenus, si les bois ne sont pas nettoyés, la nature sauvage devient ingouvernable. Et le plus grand des hôtels, dans un site abîmé, n'aura aucune valeur. Je vous confie un secret que mon père, agriculteur et éleveur de vaches, m'a appris. Dans les grandes stations où on pratique le ski total, où il n'y a plus de place pour le bétail et où les étables ont perdu leur rôle important, le moment viendra où les touristes s'en iront d'autres lieux. Car le tourisme détruit souvent le paysage, qui est pourtant son propre cœur vivant. Il faut donc faire bien attention à que le rapport résident-touriste dans un site à économie touristique et agricole soit équilibré. Et je crois que si ce rapport dépasse le 1 sur 5, il faut s'alerter. Mais il y a des stations où ce rapport arrive à 1 sur 30, jusqu'à 1 sur 100. C'est le cas de Courchevel, qui face aux 300 habitants de la commune de Courchevel, accueille plus de 30 000 touristes. Et ainsi, là, on ne travaille qu'en hiver. Et là, on comprend bien la différence entre typique et traditionnel. Car tout y est typique, mais rien il n'y est traditionnel. Et si le rapport résident-touriste dépasse 1 sur 10, cela produira un afflux de personnes et d'entreprises. Le personnel ne pourra pas payer le loyer au prix touristique. Les entreprises deviendront saisonnières. L'objectif principal sera de dépouiller les touristes. Et quand ceux-ci s'en rendront compte, ils fuiront pour aller ailleurs.
C'est alors que les résidents ne pourront plus investir dans leur commune. Ils chercheront des investisseurs étrangers. Eux détruiront l'harmonie créée par le temps. Il y aura encore de la typicité, mais on aura perdu les racines. Et sans elle, il n'y aura plus de tradition et plus d'authenticité. Malheureusement, il ne restera que l'argent. J'ai partagé cela avec vous pour vous dire que la montagne est très fragile, qu'il suffit de très peu pour la détruire, comme est arrivé dans beaucoup de sites dans les Alpes, même chez nous. La montagne est faite de bien des éléments. La flore, la faune, l'air, les eaux. Les hommes y vivent bien s'ils sont en harmonie, et ainsi que telles les notes d'une belle musique forment une jolie mélodie dans les mains d'un grand musicien. Mais elles ne font qu'un bruit insupportable dans des mains dirigées par l'argent. Toutefois, même la tradition évolue. Sans tradition, il n'y a pas d'innovation. Il y aura simplement un passage de mode éphémère. La tradition est le fruit des innovations positives qui ont eu un succès durable. Un bon hôtel de montagne devrait être une usine où on aime expérimenter, étudier, rechercher, élaborer les traditions, projeter l'avenir, créer des mythes. Et ceux-ci doivent toujours être réinventés d'une façon innovatrice si l'on veut être vraiment original. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sous le signe de l'innovation. Enfin, permettez-moi de profiter de cette si belle assemblée pour vous présenter mon village dans la vallée d'Aoste, Cogne. Cogne a 1500 mètres d'altitude. Il a 1400 habitants, 200 vaches en hiver, 800 vaches en été dans les alpages au pied du massif du Grand Paradis, dans le parc national qui prend le nom de la montagne au nom si prometteur. Il n'y a presque pas de résidence secondaire. Ici, on ne vend pas le terrain et les maisons, on les loue. C'est notre secret pour une bonne qualité de vie. Nous avons 80 km de pistes de fond balisées, 12 km de pistes de ski alpin dans le parc national, pas de remontée mécanique, pas de nouveaux bâtiments, pas d'automobiles ni hélicoptères, que des sentiers pour piétons, que des bouquetins, des chamois, des aigles, des marmottes et quelques êtres humains respectueux de la nature et de l'environnement. Cogne a une saison touristique qui dure presque toute l'année, excepté la période qui va de mi-octobre au 8 décembre. À Cogne, tous les 30 hôtels pour 1000 lits sont gérés par les propriétaires. Le personnel est presque partout habillé en costume traditionnel. Les restaurants offrent une belle et bonne cuisine de tradition à un prix correct. Et dans la plupart des restaurants de Cogne, au label des saveurs du Val d'Aoste, s'ajoute le label du Parc national du Grand Paradis, qui est une véritable garantie de qualité. Je suis convaincu qu'à Cogne, mes fils, mes petits-fils et leurs fils pourront vivre dans un lieu où la qualité de vie est très bonne, avec les revenus d'un tourisme soutenable et par conséquent durable. À Cogne, nous n'avons pas de grands projets de développement touristique, même si nous continuons à investir dans nos maisons pour garantir aux touristes un confort de qualité. Il ne suffit la bonne qualité de vie qui s'exprime dans un village qui a 2 magasins de livres, qui a 2 maisons de retraite, qui est un site qui a à peu près les mêmes lits hôteliers et les mêmes habitants de 1925, année de construction de l'hôtel Bellevue. Si jamais vous allez à Cogne, je vous recommande cette adresse, dont le spa qui a été primé par le Villégiature Award comme étant la meilleure spa d'hôtel en Europe. Mais cela, c'est une autre histoire. Merci.